Bonjour, c'est la team podcast du groupe Banque Populaire du Sud, Elisabeth et Damien. Soyez les bienvenus dans le podcast Je rêve 2024. Dans chaque épisode, nous recevons un des sportifs de la team athlète de la Banque Populaire du Sud. Symbole d'inclusion et de mixité, cette équipe réunit des athlètes de notre territoire, valides et handisport, femmes et hommes, talents déjà titrés ou bien encore jeunes espoirs. Nous les accompagnons de façon personnalisée pour aller plus vite et plus haut en leur offrant les bonnes conditions pour performer. Ensemble, nous rêvons de rencontrer en 2024 les dieux de l'Olympe et faire une moisson de médailles. Laissez-vous entraîner et inspirer dans chacun de nos rendez-vous avec la passion sport, des échanges pleins d'énergie. Bienvenue dans Je rêve 2024. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, Damien et moi-même, d'accueillir Enzo Giorgi, qui rêve de la salle d'armes olympique de 2024. Pour Enzo, escrimeur handisport nîmois, sa différence n'est pas un frein pour atteindre ses rêves. Bien au contraire. Pied au plancher, il va vite pour aller loin. Vice-champion du monde junior, une médaille en Coupe du monde par équipe avec les seniors, un titre de champion de France au sabre et à l'épée et 3e au championnat du monde avec l'équipe de France junior. Ce jeune épéiste a de la passion plein les yeux pour son sport, une fraîcheur et une franchise à toute épreuve. Nous vous partageons notre coup de foudre pour Enzo, l'avenir de l'escrime handisport français qui rêve de Paris 2024. Enzo, bonjour. Est-ce que j'ai bien résumé Enzo? Oui, c'est exactement ça. Un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Et voilà, je vais vous en dire un peu plus sur moi. Top, c'est gentil en tous les cas. Merci de nous accorder ce moment. Ma première question sera la suivante. Enzo, donne-nous 3 dates qui ont marqué ta vie, notamment celle qui a déclenché l'aventure sportive. Alors, celle qui a déclenché l'aventure sportive, c'était en septembre 2016, puisqu'en fait, je faisais de l'escrime en valide depuis mes 6 ans. Et en septembre 2016, j'ai pris la décision de passer en handisport, puisque mes résultats stagnaient un peu en valide. J'étais arrivé au bout de ce que je pouvais faire en compensant mon déficit physique. Et donc, du coup, j'avais 2 choix, soit continuer avec les valides pour être dans un niveau moyen, soit passer en handisport pour pouvoir rêver de plus grands résultats et de plus grands challenges. Donc la première date, c'est septembre 2016, où c'est mon début dans l'escrime handisport. Où tu te rends compte qu'en fait tu es un compétiteur. Voilà, c'est ça. Bon, alors je le savais déjà, Tu le savais. mais en tout cas, à cette date-là, j'avais trouvé le moyen d'exprimer vraiment mon plein potentiel d'escrimeur sans aucun frein et sans aucun handicap par rapport à mes adversaires. Par rapport à tes adversaires. Ça, c'est ta première date. Ta deuxième Ça, date? c'est ma première date. Alors en juillet, je crois que c'était le 8 juillet 2017, au terme d'une saison d'escrime en handisport, les résultats ne se sont pas fait attendre. J'avais la chance d'arriver dans ce milieu avec un bagage technique important, puisque j'étais déjà pratiquant depuis un bon nombre d'années. Et puis quand je suis passé en handisport, je n'avais plus aucune différence avec mes adversaires. J'étais sur un pied d'égalité avec eux, puisqu'on est tous sur des fauteuils. Donc ce qui m'empêchait de performer était maintenant plus dérangeant. La seule limite que j'avais, c'était l'entraînement et l'investissement que je pouvais mettre dans mon projet sportif. Et donc le 8 juillet 2017, c'est ma deuxième date, puisque c'est ma première grande médaille au niveau international, à savoir une médaille de vice-champion du monde en junior. Ah oui. C'est pas rien. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Et là, tu commençais à comprendre que tu pouvais assumer ta passion et assumer, je dirais, ce talent de challenger. Là, j'ai commencé à comprendre que une fois que j'étais sur un pied d'égalité avec tout le monde, il y allait en avoir des plus forts que moi, évidemment. Il y allait aussi en avoir des moins forts, mais en tout cas, ça aurait été pour de bonnes raisons. C'était pour des raisons sportives et ce n'était pas pour des raisons d'inégalité ou de différence déjà sur la ligne de départ. Enfin, en fait, quand on fait de l'escrime en valide et que les gens qui sont en face de nous, ils ont leurs 2 jambes qui fonctionnent comme il faut, évidemment que moi je vais moins vite. Et quand on sait que on a beau s'entraîner et qu'on n'ira jamais aussi vite qu'eux et que du coup, quoi qu'il arrive, on a un désavantage au départ,
c'est un peu démotivant. Et là, avec cette médaille qui est venue récompenser, alors une année de travail en handisport, oui, mais je la vois un peu plus comme elle est venue récompenser des années d'efforts avec les valides et de travail où j'ai jamais renoncé à aller à l'entraînement, où j'ai jamais renoncé à essayer de rivaliser avec eux. Et donc, c'est la récompense un peu de toutes ces années un peu de galère que cette médaille vient couronner, quoi. Ta troisième date? Et ma troisième date, c'est le 12 octobre 2021, ma rencontre avec Laurence Beaufort et mon intégration dans la team Banque Populaire du Sud. C'était vraiment un beau moment, j'ai découvert une belle personne. Et voilà, maintenant, j'ai la chance d'être en contact avec elle au quotidien. Et c'est vraiment un vrai plaisir. De continuer. Merci en tous les cas pour elle, Enzo. Est-ce que tu veux bien nous parler de ta discipline pour que nos éditeurs comprennent véritablement ce que c'est que l'escrime? Alors l'escrime, très simplement, je vais essayer pour que ça soit à la portée de tous. Le but est de toucher son adversaire sans se faire toucher. En escrime valide, pour faire une petite comparaison, en escrime valide, il y a 3 armes. En escrime handisport, il y a 3 armes aussi. La première arme, la plus simple, c'est l'épée. En valide, on peut toucher de la tête aux pieds. Comme en handisport, on est sur des fauteuils et donc que les jambes ne bougent pas, on touche de la tête à la ceinture. Ce serait trop simple de toucher les jambes qui ne bougent pas. Donc on touche de la tête à la ceinture avec le bout de l'épée, qu'on appelle la pointe. Et pourquoi je dis que c'est l'arme la plus simple, en tout cas à comprendre, puisqu'en fait, quand on est touché, c'est un point pour l'autre. Quand on touche, c'est un point pour nous. Si les deux joueurs touchent en même temps, c'est un point pour chacun. D'accord. Ensuite, il y a le fleuret. Le fleuret, c'est une arme un peu plus compliquée à comprendre pour le grand public, puisque c'est une arme dite conventionnelle. Ça veut dire que c'est l'attaque qui a toujours raison. Si les deux touchent en même temps, c'est celui qui est en train d'attaquer qui aura le point. Celui qui touche en se défendant, ben, il n'aura pas le point si l'autre le touche en attaquant. C'est l'attaque qui a raison. Pour pouvoir toucher, si je suis attaqué, quand je suis attaqué par mon adversaire, je ne suis pas condamné à prendre le point, à me faire toucher. Il suffit de mettre en échec l'attaque adverse pour pouvoir ensuite l'attaquer. Au fleuret, on touche aussi avec la pointe du fleuret, le bout du fleuret, mais par contre, on peut toucher une surface qui est beaucoup plus petite, à savoir le buste. Les jambes, on ne les touche jamais, mais ça, même en valide au fleuret, on ne touche pas les jambes. En handisport, on ne touche jamais les jambes. Et on peut toucher que le tronc. On enlève les bras et on peut toucher le haut du masque, on appelle ça la bavette. C'est ce qui nous protège le cou, donc on peut toucher le tronc et le cou. D'accord. D'après toi, pour pratiquer ce sport, la qualité essentielle qu'il faut? La qualité essentielle, j'ai envie de dire, ça dépend de chacun, ça dépend aussi de l'arme qu'on pratique, puisqu'il y a une troisième arme qui s'appelle le sabre, qui est aussi une arme conventionnelle, donc c'est toujours l'attaque qui a raison. Au sabre, alors pour l'histoire, c'est l'arme des chevaliers, c'est l'ancienne arme qui était pratiquée par les cavaliers, pardon, pas les chevaliers, les cavaliers, et donc il ne fallait pas toucher l'animal. Du coup, on peut toucher de la tête à la ceinture avec le bout du sabre, le tranchant et le contre-tranchant, les deux côtés du sabre. C'est aussi une arme conventionnelle, donc c'est l'attaque qui a raison. Et donc là, il y a des qualités différentes à avoir, puisque c'est comme on peut toucher, il y a moins besoin de précision, mais par contre, il y a beaucoup plus besoin de rapidité et d'explosivité. Donc tout dépend de l'arme qu'on pratique. Les qualités peuvent changer un petit peu. Après, pour une qualité qui peut se rejoindre dans les 3 armes, j'ai envie de dire que c'est la lucidité. Parce que c'est quand même un sport qui va relativement vite. Et si on perd le fil de l'histoire du match qu'on est en train de raconter, ça peut être compliqué. Parce que à l'escrime, comme dans beaucoup d'autres sports, on a bien souvent une stratégie, une tactique. Et il faut essayer le plus possible de s'en tenir à cette stratégie, de s'en tenir à cette tactique. Et en fait, après, c'est un peu, moi, ce qui me plaît dans l'escrime, c'est cette opposition directe avec l'adversaire. Ça veut dire que c'est un peu comme un jeu d'échecs. Ben, lui, il a des qualités, moi j'en ai, je vais lui imposer mes qualités et mon escrime, ce que je sais faire, mais lui aussi va m'imposer ce qu'il sait faire avec ses qualités, ses faiblesses aussi. Et donc après, c'est un peu un jeu d'échecs entre mon adversaire et moi pour savoir qui va réussir à imposer son jeu à l'autre et qui va sortir vainqueur du duel qui nous oppose pendant le match qu'on est en train de disputer.
Du coup, tu as une arme favorite Ouais, mon arme favorite à moi, c'est l'épée. C'est l'arme que je pratique depuis le plus longtemps. Ensuite, pour la sélection aux Jeux paralympiques, on doit faire une deuxième arme. Donc la deuxième arme que j'ai commencé il y a maintenant 1 an et demi, c'est le fleuret. Donc l'arme où on peut toucher que le tronc, et l'arme de convention. Donc là, il y a un peu de travail à fournir, il y a un peu de retard à rattraper puisque ça fait de nombreuses années que je fais de l'épée. Et même si ça reste de l'escrime, les automatismes ne sont pas les mêmes. La règle n'est pas aussi la même, la surface à toucher n'est pas la même, le timing, la stratégie n'est pas la même puisque l'arme change. Donc ça reste de l'escrime, mais il y a quand même deux, trois modifications à prendre en compte. Et donc du coup, ça demande pas mal de travail pour essayer que cette deuxième arme ne soit pas… Enfin, en tout cas, moi, j'ai à cœur de faire ça, c'est que cette deuxième arme, il ne faut pas que ce soit un poids pour moi. Oui, bien il sûr. faut que cette deuxième arme, elle fonctionne, elle marche bien que la tout autant que la première. Oui. Et le jour où je suis meilleur dans ma deuxième arme, à la limite, ce sera que du bonus. Mais voilà, je ne veux pas être, on va dire, très fort à l'épée et être très très nul au fleuret, quoi. Pour reprendre tes mots et pour revenir donc dans ton histoire, comme tu as très bien dit, ne pas perdre le fil du jeu, la différence c'est une chose, l'acceptation de cette différence, comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est passé, j'avais envie de dire, Naturellement. j'ai pas trop le choix. Enfin, si j'avais le choix, soit j'acceptais pas et ma vie aurait été bien triste, soit j'acceptais la différence et j'essayais d'en faire une force. Ça veut dire que quand on a 14, 15, 16 ans, qu'on est dans une cour de récré, là on parle de sport, mais on parle de différence en général, hein. Ça peut être un handicap, ça peut être un complexe de taille, ça peut être un complexe de poids, ça peut être n'importe quoi, hein. Des complexes, il y en a des millions. Et quand on est différent à cet âge-là, c'est pas évident, quoi. Et du coup, j'avais deux choix. Soit de ne pas accepter cette différence et de dire, bon ben non, moi, c'est pas comme ça, nanana. Soit d'accepter cette différence et de me dire, bon ben je vais faire de cette différence une force. Et ce passage en handisport, ça a été de dire, bon ok, je peux pas réussir dans le sport avec les valides. Bon, enfin, je peux pas réussir à la hauteur où j'espérais réussir. De mes espoirs, de mes espérances. Voilà, parce que pour certains, le niveau national, c'est réussir, et chacun a ses objectifs. Moi, je respecte ça, hein. Même celui qui a pour objectif d'être champion de sa rue, s'il l'est, pour moi, il a tout mon respect puisqu'il a atteint son objectif. Moi, je savais très bien que mes objectifs, c'était des médailles en compétition internationale et que debout avec des adversaires qui n'avaient pas de handicap, c'était impossible. Du coup, j'ai fait le choix de me dire, bon, tu ne peux pas y arriver comme ça parce que tu as cet handicap et il faut l'accepter. Mais par contre, comme ça, tu peux y arriver parce que tu seras à égalité avec tout le monde. Et du coup, c'est le choix que j'ai fait. Et pour l'instant, c'est un choix qui est plutôt payant puisque je ne pense pas que, c'est même sûr, que j'aurais pas réussi à faire ce que je suis en train de faire sur mes deux jambes. Mais par contre, ce que je suis en train de faire sur le fauteuil pour tenter de me sélectionner aux Jeux de Paris et pour décrocher une médaille aux Jeux de Paris, qui ne sont pas une fin en soi, aux Jeux de Los Angeles, enfin toutes les aventures, toutes les médailles internationales que j'essaye d'aller chercher, cette progression que j'essaye d'avoir et cette implication quotidienne dans l'entraînement, jamais j'aurais pu imaginer ça en escrime valide. Donc pour l'instant, c'est un choix que je ne regrette pas. C'est un choix qui me donne raison aussi. Je me dis, pourquoi tu n'as pas accepté avant? Peut-être que j'ai perdu 2 ans de travail, 2 ans d'évolution à me dire, à être dans le déni de cet handicap. Et peut-être que si j'avais fait qu'un avec mon handicap et que si j'avais fait de mon handicap une force plus rapidement, je serais peut-être encore un peu plus performant à l'heure qu'il est. Après, on peut refaire le monde comme ça, mais voilà, si moi j'ai un message à faire passer pour les personnes qui ont des différences, et encore les différences, c'est pas forcément des handicaps, hein. Les différences, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est d'accepter cette différence et de faire de cette différence une force, quoi. On est tous de toute façon différents de l'un et l'autre et c'est ce qui fait tous notre force, c'est de l'accepter et je dirais pas de la mutualiser, mais de l'accepter et d'en faire une force en tous les cas. Alors ces JO, parlons-en.
Donc les JO, c'est une préparation. C'est des entraînements suivis d'entraînements suivis d'entraînements. Tu peux nous en parler? Ben alors les JO, c'est une grande compétition, la plus grande compétition pour un sport comme l'escrime. C'est même pour beaucoup de sports, je pense que les Jeux, c'est la compétition, c'est le Graal. Le plus prestigieux. C'est ça, c'est ça. À part peut-être pour les footballeurs qui préfèrent la Coupe du Monde. Moi, Oui, moi, j'échange toutes les Coupes du Monde que vous voulez pour une médaille aux Jeux. Médaille aux Jeux. Donc voilà. Et tu peux nous dire pourquoi c'est si magique? Alors c'est magique pour nous, bien évidemment, mais chez un sportif, pourquoi c'est si magique? Ben, c'est si magique parce qu'en fait, alors pour un escrimeur en tout cas, parce qu'après je ne sais pas pour les autres, mais pour un escrimeur, les saisons elles se découpent d'une manière qu'on a plusieurs épreuves de Coupe du Monde dans l'année qui nous permettent de nous sélectionner sur des championnats d'Europe ou championnats du monde. Les championnats d'Europe, championnats du monde en escrime handisport, c'est 1 an sur 2. Une année championnat d'Europe, une année championnat du monde. Mais par contre, les Coupes du Monde, bah, c'est tous les mois, tous les 2 mois. Et du coup, le prestige des Jeux, c'est que les Jeux, c'est tous les 4 ans. Oui. C'est tous les 4 ans. Et, oui. Et que celui qui est fort le jour des Jeux, ben, il est champion paralympique ou champion olympique. Oui, 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 oui. Alors que celui qui est fort sur une Coupe du Monde, Oui. ben, il est fort, mais 2 mois après, ça recommence, ça peut être un autre. Alors que là, le titre peut être mis en... Alors que là, voilà, jeu. c'est quand même le travail de 4 ans, c'est ans, l'investissement de 4 ans, avec tout ce que ça peut représenter. C'est un projet, c'est quelque chose de quotidien, quoi. Ça veut dire qu'on ne peut pas se dire un matin, bon ben moi j'ai envie d'aller aux Jeux, j'irai. Paris, les Jeux, ça se construit avec plein d'objectifs intermédiaires. D'abord au niveau national pour être envoyé sur les compétitions internationales et ensuite sur les compétitions internationales pour être envoyé sur les championnats. Et une fois qu'on est à ces championnats, ben, il faut continuer d'accumuler des points pour aller aux Jeux. J'en suis actuellement, pour faire un petit parallèle avec ma saison, j'en suis actuellement sur ma dernière Coupe du Monde. Je pars sur la dernière Coupe du Monde de la saison, la dernière Coupe du Monde sélective pour les championnats du monde seniors qui auront lieu en octobre à Terni en Italie. Actuellement, je suis 4e français, donc je suis dans le quota pour être envoyé au championnat du monde à Terni et pouvoir continuer de faire de Paris 2024 un objectif. Et donc voilà, sur cette dernière Coupe du Monde à Varsovie, il faut continuer de performer, continuer de démontrer de belles choses pour être envoyé sur ces championnats du monde et pour que l'aventure puisse continuer, en tout cas jusqu'au bout, quoi. Oui. Jusqu'au bout. Et parce que comme les championnats du monde, c'est la plus grosse compétition avec le plus gros coefficient, ne pas aller aux championnats du monde mettrait un coup d'arrêt à mon projet sportif. Pour l'instant, je suis dans les clous pour y aller. J'ai tout fait toute la saison pour y aller, donc j'espère y aller. J'espère aussi performer sur ces championnats du monde. Et comme ça me permettra d'avoir quelques points d'avance, ou en tout cas quelques points en plus pour espérer une sélection à Paris 2024. Ton objectif, du coup, ça serait la participation au jeu. Déjà, c'est pour toi vraiment la reconnaissance ultime, ou c'est d'atteindre une médaille ou un podium quel est ton objectif? Est-ce que tu t'es fixé quelque chose de précis? Alors évidemment que la participation au jeu, quand on a, j'aurai 24 ans, quand on a 24 ans dans un sport comme l'escrime, qui est un sport de maturité, on est au pic de sa forme, on va dire, aux alentours de entre 30 et 35 ans, on est au pic de sa forme. Ah oui, d'accord. Tous les grands champions à l'escrime, ils ont performé autour de 30 ans. D'accord. Donc évidemment qu'une sélection au jeu à 24 ans, ce serait déjà une belle étape de franchie. Après, vous commencez à me connaître. Si c'est aller à une compétition pour s'inscrire et pour repartir avec un t-shirt de la compétition, ça ressemble pas à Enzo. Ça m'intéresse pas vraiment. Ça m'intéresse pas vraiment. Ça veut dire que si j'y vais, c'est évidemment pour avoir une médaille. Évidemment que je donnerai tout pour avoir la plus belle des médailles. Après, s'il y a meilleur que moi, je retournerai m'entraîner. Mais s'il n'y a pas meilleur que moi, en tout cas, il faudra aller me chercher et avoir très envie de me battre, puisque moi, ce jour-là, j'aurai aussi très envie de gagner. Exactement, exactement. La France, en général, dans les compétitions internationales, on est situé comment dans l'escrime? Alors, dans l'escrime, on a été très fort.
là, on est un peu moins fort. Ok. On est un peu sur un changement de génération. Puis l'escrime n'est pas un sport professionnel en France. Alors que dans beaucoup d'autres pays, les athlètes, les escrimeurs sont professionnels. Et ça fait aussi pas mal la différence. Donc on essaie de rivaliser comme on peut avec les meilleures nations. Les tout meilleurs sont les Chinois. D'accord. Les tout meilleurs sont Ah les oui. Chinois, ils sont au-dessus du lot. Après, ce sont de belles machines que je prendrai un plaisir à enrayer avec un petit grain de sable, pourquoi pas, puisque Petit grain de sable français, voilà, c'est ça. méditerranéen. C'est ça, le French flair, on ne sait Voilà, jamais. Hein, voilà. ils ont des qualités, mais on en a aussi. Il faut y aller avec de la confiance en soi, en étant sûr de ses forces, alors sans sous-estimer ses adversaires, puisque ça, je pense que dans tous les sports, celui qui sous-estime son adversaire, bah, il n'arrivera pas à de grandes choses, puisque quel que soit l'adversaire, quand il est en tout cas sur une piste d'escrime, tout le monde peut gagner tout le monde. Et un match d'escrime, ça va relativement rapidement, ce qui veut dire que on peut se faire surprendre, on peut se faire piéger par un adversaire un peu peut-être farfelu, moins fort que nous, mais quand on est moins fort que l'adversaire, on peut aussi le surprendre de manière farfelue en étant plus fort que lui pendant 15 points, pendant 3 fois 3 minutes, ça va relativement vite et il suffit d'un petit rien pour pouvoir parfois faire flancher les tout meilleurs. Et là, qu'est-ce qui fait la différence? C'est un mental d'acier, c'est une envie de gagner, c'est la surprise, c'est la détermination. C'est quoi qui, à un moment donné, comme tu as très justement dit, met ce petit grain de sable et qui fait basculer un match? Alors je pense qu'il Un faut... match, une compétition. c'est ça. Je pense qu'il faut arriver en compétition en étant bien entraîné. Ça, c'est la base. Ouais, c'est la base. Mais après, une fois qu'on arrive bien entraîné en compétition, une fois qu'on est sur les compétitions internationales, si vous voulez, il n'y en a plus beaucoup qui sont mauvais, quoi. Il n'y en a plus beaucoup. On se dit, bon, ben lui, ça va être facile. Du coup, ce qui fait la différence en compétition, une fois que on est tous bons dans notre domaine, ce qui fait la différence, c'est un peu tout ce que tu viens de dire. Ça se rejoint un peu, le mental d'acier, la détermination, l'envie de gagner. C'est vraiment, en tout cas pour moi, Le dépassement. c'est le dépassement de soi, c'est l'envie, c'est la hargne qu'on peut y mettre, tout en restant lucide et en appliquant ce qu'on apprend à l'entraînement, ce qu'on met en place. Le but, c'est pas d'avoir une détermination débordante et de se faire dépasser par sa détermination C'est ça aussi. pour faire n'importe quoi. Le but, c'est d'être déterminé, mais d'être lucide pour faire encore mieux ce qu'on fait à l'entraînement. Et le but en compétition, c'est de se sublimer, de réussir à faire ce qu'on fait à l'entraînement, mais encore mieux, et sur toute la durée d'une compétition. Est-ce que tu peux nous dire aussi ce qui se passe dans la tête d'un sportif de haut niveau comme toi, quand tu es dans le vestiaire, on va dire, avant la compétition, et après dans le vestiaire après la compétition? Alors dans le vestiaire, Comment ça se passe là? ça c'est très perso, ça veut dire que je pourrais répondre que pour moi parce que Ouais. la psychologie du sportif, elle appartient au sportif, quoi. Je ne vais pas fonctionner pareil qu'un autre sportif. Qu'un En autre tout cas, sportif. pour moi, en amont de la compétition, j'essaie surtout de penser à la première touche. Et une fois que j'aurai mis la première touche, je penserai à la deuxième, puis à la troisième. Le but, pour moi, c'est de rester dans le moment présent et de ne pas trop se projeter. Parce que se projeter, c'est bien, mais ça peut parfois être dangereux. Si on se projette dans un scénario trop positif, ça peut poser problème si la compétition ne démarre pas comme on l'avait espéré. Si on se projette dans un scénario trop négatif, ça peut poser problème en termes de confiance, en termes d'état d'esprit, au moment où la compétition va commencer. Et ça, on choisit, en tout cas pour moi, je choisis malheureusement pas de quel côté mon cerveau va cogiter sur le jour J. Donc le challenge pour moi en amont de la compétition, c'est de rester dans le moment présent. Ensuite, une fois que j'y suis, de tout donner pour rien regretter, pour pouvoir dire voilà, j'ai tout donné. Si ça a marché,
une fois que j'arrive au vestiaire, ben, je suis fier. J'ai le soulagement de ce petit stress de compétition en se disant, là, tu as bien bossé. Mais par contre, dans le cas où ça ne fonctionne pas, eh ben, souvent on se dit, bon, alors, qu'est-ce qui a manqué? Et c'est là que la remise en question du sportif de haut niveau, pour moi, elle est permanente puisqu'on se demande toujours qu'est-ce qui a fonctionné et surtout qu'est-ce qui n'a pas fonctionné les jours où ça ne marche pas. Et en tout cas, C'est dur ça, parce qu'il peut y avoir à un moment donné un découragement, parce qu'on sait tous quand même que vos entraînements sont difficiles, il y a cette pression on peut soustraire ou pas. Donc à un moment donné, quand ça n'a pas marché, cette remise en cause, ce doute, c'est dur. Ouais, ce doute, alors ce doute, il faut pas que ce soit un doute, mais cette remise en question, elle est pas évidente à gérer. Ouais. Puisque, en fait, même quand ça a marché, ben, on ne peut pas se reposer et se dire, bon, ben, Exactement. parce qu'il y a la compétition d'après qui arrive et les adversaires, ils auront tout autant envie de gagner que nous. Donc quand ça a marché, ben, il faut retourner au travail pour conforter les points forts qu'on a eus sur la compétition et puis pour essayer de gommer ou d'atténuer les points faibles ou les faiblesses qu'il y a eu pendant la compétition, ce qu'on a remarqué. Mais quand ça n'a pas marché, il faut réussir à se remettre en question pour pouvoir progresser. Je pense que celui qui a trop de certitude dans le sport de haut niveau, il ne fait pas long feu. Donc il faut réussir à se remettre en question, mais sans non plus tout remettre en question. Ça veut dire que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une fois qu'il faut tout changer. Mais par contre, il y a 2-3 détails, il y a des choses qu'il faut aussi accepter, qu'on a peut-être mal fait. Et il faut savoir si est-ce que c'est nous qui avons mal fait ou est-ce que c'est l'adversaire qui, lui, a très bien fait. Parce que comme on est un sport, comme on est un sport d'opposition, ça se joue à deux. Des fois, c'est nous qui ne sommes pas bons, mais des fois, c'est aussi l'adversaire qui est très bon. Celui qui est dans un bon jour, il est très dur à gagner. Et c'est ça qu'il faut savoir. Il faut savoir si l'adversaire était très fort, si on aurait pu mieux faire. Une fois qu'on sait si on pouvait mieux faire, il faut savoir comment mieux faire. Et il faut aussi savoir si, à l'instant T, est-ce que j'avais les capacités physiques, techniques, tactiques, de battre cet adversaire. Et si la réponse est non, la meilleure réponse qu'un sportif de haut niveau peut apporter après une contre-performance ou après une performance qui lui déplaît, c'est de retourner à l'entraînement pour transformer cette contre-performance en performance sur les prochaines étapes. Apprendre de ses erreurs. C'est ça, exactement. Enzo, parle-nous de ta plus belle rencontre sportive. Alors, ma plus belle rencontre sportive, c'est David Maillard. C'est un escrimeur handisport qui est médaillé aux Jeux paralympiques de... Tu ne le connais pas super bien. Alors, c'est quand même ta plus belle rencontre sportive. Alors, ma plus belle rencontre sportive, c'est David Maillard, qui est médaillé aux Jeux paralympiques, qui en fait m'a permis de me lancer dans le handisport. Au moment de l'ouverture de la section handisport de mon club, c'est lui qui a été le parrain et c'est lui qui m'a accompagné vers mes premiers succès. Donc, c'est ma plus belle rencontre sportive parce qu'il s'est impliqué au début de mon projet pour que je puisse prendre mon envol comme il faut. Il a fait partie des personnes qui ont cru en moi et qui m'ont soutenu. Donc, pour ça, je le remercie beaucoup et je pense que c'est ma plus belle rencontre sportive. Et ta deuxième plus belle rencontre sportive, donc on l'a su, tu nous l'as dit, c'est Laurence. C'est Laurence. Laurence Boquefort. Une source d'inspiration quotidienne. Une source d'inspiration quotidienne. Et donc, faire partie de cette team Banque Populaire, c'est comment? C'est facilitant, c'est fluide, ça apporte des choses? Est-ce que la banque est quand même un univers autre que le sport? Est-ce que ça matche bien tout ça? Alors, faire partie de la team Banque Populaire du Sud, pour moi, c'est une immense fierté. C'est aussi une reconnaissance du travail que je fournis au quotidien. Et c'est super puisqu'on est une team assez soudée
on peut échanger avec d'autres sportifs sur nos moments de doute, sur nos moments de joie aussi, hein. C'est ce qu'on partage, et le fait de partager ce qu'on peut traverser, ce qu'on peut ressentir avec d'autres sportifs, c'est vraiment facilitant pour nous de pouvoir parler à des gens qui ne pratiquent pas notre sport, mais par contre qui ont chacun dans leur discipline les mêmes problématiques. Après, faire partie de la team Banque Populaire du Sud, c'est aussi, l'air de rien, un facilitateur de rêve, puisque la Banque Populaire du Sud est un soutien financier pour nous, qui nous permet de pouvoir défendre nos chances de sélection à Paris 2024, puisque grâce à la Banque Populaire du Sud, on peut financer nos saisons plutôt sereinement. Et donc du coup, ça a l'air de rien, dans la tête d'un sportif de haut niveau, une fois qu'il sait qu'il peut partir en compétition tranquillement, c'est le rêve, quoi. C'est le rêve, ça veut dire que ça fait une question de moins à se poser. Et nous, en tant que sportifs de haut niveau, on se concentre uniquement sur l'aspect sportif. Et pour ça, enfin, je les remercierai jamais assez d'enlever ce poids qui est énorme pour l'ensemble des sportifs, je pense. Oui. Dans un sport amateur comme l'escrime, franchement, c'est incroyable de pouvoir se concentrer sur le sportif quand on est sportif. Sur sa passion. C'est simplement le rêve. Après, j'essaye, je fais tout ce qui est en mon possible pour leur rendre du mieux possible, et j'espère les amener tous à Paris en 2024. Ce serait pour moi la meilleure manière de leur dire merci. C'est top. Et puis en plus, ça a été lauréat aussi de la fondation, hein. Voilà, la fondation Banque Populaire, j'ai eu la chance aussi d'être lauréat de cette fondation. Pareil, ça reconnaît le travail que je fournis, ça permet aussi d'aborder les saisons avec beaucoup plus de sérénité, et de se dire, bon, ben, je peux faire des compétitions sans me demander si je pourrais faire celle d'après. Puisque, en tout cas pour moi, une saison sportive, c'est entre 30 et 35 000 euros. Et honnêtement, s'il n'y avait pas de... Bien sûr, de sponsors, de mécènes s'il n'y avait, derrière. s'il n'y avait pas, ces beaux partenaires qui croient en notre projet, il n'y aurait sûrement pas d'escrime. Je serais sûrement peut-être fort à l'escrime, mais en bas de chez moi, donc ça serait beaucoup dommage pour nous aussi. Ça serait beaucoup moins utile, bien sûr. pour une sélection sur des Jeux paralympiques. On va parler un peu de tes petits plaisirs cachés, tes petites passions à côté de ton sport. Est-ce que tu as un héros de fiction que tu aimerais être, qui t'inspire le plus, qui te galvanise, qui t'inspire? Alors, un héros de fiction, non. Après, que j'aimerais être, je ne sais pas si j'aimerais l'être, mais en tout cas, je visualise souvent Hulk en visualisation mentale, puisque c'est quand même un symbole de puissance, un symbole de force, et ça permet, alors quand on est en préparation mentale, je sais que cette image de Hulk, elle revient souvent parce qu'elle permet de se projeter dans quelque chose de positif, dans quelque chose de puissant, dans quelque chose de dynamique, dans quelque chose de fort, et donc ça met sur les bons rails pour la performance. Par contre, tu parlais de lucidité. Hulk, c'est pas l'exemple même de la lucidité. C'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu. Mais moi, je croyais que Hulk, il était vieux, ringard. Je croyais que c'était plus le... Alors, il est peut-être vieux et ringard. Mais c'est la force. Personne ne sait ce que j'ai dans la tête. Ah ben voilà. Est-ce que tu as une chanson du moment, la chanson qui te fait bouger, que tu écoutes pour te sentir bien? Alors, je ne l'écoute pas pour me sentir bien, mais la chanson du moment, c'est quand même Freed from Desire. Excusez mon accent anglais un peu bancal, mais simplement parce que c'est la chanson qui a été vachement écoutée dans les vestiaires pour fêter les titres, pour fêter les grandes et belles médailles de nombreuses équipes, de nombreux sportifs. Et donc forcément que quand on entend cette musique, en tout cas quand j'entends cette musique, je revois tout de suite ces images de victoire et de joie, et évidemment qu'on se projette un petit peu avec cette musique dans le vestiaire, nous aussi, pour fêter une belle médaille. Bien entendu. Bien sûr. Merci Enzo. Ça a été, on te connaissait, mais là on te découvre encore plus, et nos éditeurs vont te découvrir encore plus.
tous les cas pour nous, pour Damien et moi. C'est toujours un vrai plaisir. Il y a toujours cette fraîcheur qu'on retrouve chez toi, cette précision aussi, ce goût du challenge, ce goût de l'effort, ce goût de tous ces détails que tu nous donnes sur le sportif de haut niveau, auquel on croit véritablement à la Banque Populaire du Sud. Donc merci encore. Merci pour cet échange, Enzo. Merci, merci à vous. Et puis bonne chance et on y croit tous. Yes. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance.